bonjour à tous. Je me présente rapidement, Yvan Yordanov. Je suis directeur général adjoint en charge de la recherche et de l'innovation de l'École des Arts et Métiers. Et nous allons, mes co-animateurs de cette table ronde vont se présenter les uns après les autres. On a une demi-heure pour parler d'un vaste sujet qui est extrêmement important dans ce qu'on appelle l'industrie du futur, qui s'accompagne à la fois de ruptures au niveau des outils numériques et des outils d'accompagnement numérique connecté, mais aussi de ruptures technologiques fortes. Et parmi ces ruptures technologiques fortes, nous avons la fabrication additive. Donc très rapidement, le panel des experts va se présenter. Panel des experts industriels, fournisseurs de machines et animateurs d'une action menée par l'Alliance Industrie du Futur pour essayer de placer la France et l'industrie française au tout premier rang autour de cette technologie. Thierry. Merci Yvan, bonjour à tous. Thierry Thomas, je suis directeur de Safran Additive Manufacturing, qui est une entité qui est en charge de faire de la recherche et d'animer les synergies en transversal dans le groupe. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Sortet, je suis un ancien Michelin de 36 ans et donc j'ai contribué à la création de FMAS. Alors j'ai pris de la distance maintenant, mais je vous expliquerai un tout petit peu comment ça s'est passé et pourquoi. Bonjour à tous, Félix Woods, cofondateur de 3D4Pro, qui est une start-up qui fait des applications autour de la fabrication additive pour les industriels. Des MOOC, de la sélection de pièces et de la CAO à la demande. Bonjour à tous, Philippe Lubineau, je suis le directeur de la recherche et des programmes du CETIM, le Centre technique des industries de la mécanique. Merci à tous quatre. Donc, juste 2-3 chiffres pour replacer le contexte d'un document qui a été réalisé par l'Alliance. La fabrication additive, 20% de croissance du marché mondial. Donc, c'est une étude de la Direction générale des entreprises récente. Pour l'année 2015, 2000 brevets, 3000 publications. Et la France, aujourd'hui, sur l'aspect brevet-publication, se classe sur un rang autour de 8, 9, 10. Donc on est dans la course, mais pas suffisamment. Et on va vous montrer, j'espère, ce qui s'organise au niveau de notre territoire pour améliorer la place et l'impact des industries françaises par rapport à cette technologie. Donc je vais commencer tout de suite par une question à Thierry Thomas sur cette technologie fabrication additive. Quelle est la vision de l'industrie aéronautique? En quoi cette technologie peut apporter des solutions innovantes pour votre industrie? Et quels sont les verrous que vous voyez encore au plein emploi de cette technologie? Déjà, la fabrication additive va nous permettre de revenir à la physique. En fait, elle va nous permettre de raisonner plus système, fonction, en combinant en fait des pièces qui jusqu'à maintenant en fait étaient séparées pour résoudre des problèmes et parce qu'on était bridé par les procédés qui existaient. Typiquement, on va prendre l'exemple de l'injecteur des moteurs, puisque ça fait partie des pièces emblématiques du moteur LEAP, mais aussi du moteur Arano. C'est 15 à 20 pièces que l'on a réduit à une seule pour assurer une fonction qu'on a en plus pu optimiser. Donc, grande liberté dans l'innovation. Agilité également, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'agilité que nous permet ce procédé, en fait, va être dans la simplification de la supply chain. On passe directement de la poudre à une pièce net shape, près des côtes, en limitant l'ensemble des intermédiaires. De l'agilité donc dans la production, de l'agilité dans la conception également, en donnant de la possibilité de combiner des pièces. Va nous permettre également d'accéder à de nouvelles réparations. Aujourd'hui, un certain nombre de réparations peuvent se faire par soudage ou par dépôt de poudre de type, par dépôt de fil de type soudage,
mais les cycles thermiques que cela va imposer vont nous limiter dans les matériaux accessibles ou dans les formes accessibles. Avec les nouveaux procédés fabrication additive avec de la poudre, on a plus de possibilités. Puis enfin, des réductions de coûts. À partir du moment où on combine des pièces, à partir du moment où on a des pièces avec moins de matière à enlever, on peut envisager des réductions de coûts. On n'y est pas encore systématiquement. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de déchets quand on envisage des pièces, mais on y est. La réduction de la quantité de matière qu'on va mettre en œuvre aussi va avoir un impact important sur l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles. Là, tu posais la question sur les verrous. Alors les verrous, il y en a deux types, des verrous industriels et des verrous scientifiques. Donc les verrous industriels, c'est clairement déjà de faire passer une industrie qui était plutôt une industrie de prototypistes à une industrie en fait réellement industrielle, avec tout ce que ça implique en termes d'organisation de la supply chain et puis aussi en termes de coûts. Il y a un problème aussi une problématique, un verrou qui est lié à la finition et au parachèvement. Aujourd'hui, on sait imaginer des pièces magnifiques avec des cavités internes incroyables, mais on n'a encore pas inventé le forêt qui tourne dans les coins. Et donc, si on ne sait pas enlever les supports, si on ne sait pas enlever améliorer la rugosité à l'intérieur des canaux, on sera forcément limité. Puis, je l'évoquais tout à l'heure, il y a le coût. Et le coût, aujourd'hui, il est lié à la productivité des machines, il est lié au prix des poudres, mais il est aussi lié à une part importante donc, de ce parachèvement et de la finition de surface et du contrôle. Et ça fait le pont avec les aspects scientifiques. Sur les aspects scientifiques, je vais citer plusieurs sujets. Donc sur la poudre. La poudre, elle va amener la chimie du matériau. C'est le procédé qui va construire, comme dans les composites, le matériau lui-même. On a des enjeux extrêmement importants à plusieurs échelles à aller comprendre ce qui va se passer durant le procédé, de façon à pouvoir prévoir le comportement du matériau. Il y a également donc l'optimisation de la poudre, le contrôle procédé. Aujourd'hui, pratiquement l'ensemble des producteurs de machines vont nous offrir la possibilité de faire de magnifiques images qui sont plutôt aujourd'hui des générateurs de terabytes plutôt que des moyens en fait, de décision opérationnelle de ce que je vais faire avec ces données. Donc là, il y a vraiment un travail de fond à réaliser et on va s'apercevoir que très vite, la chaîne numérique va jouer un rôle extrêmement important. Donc des verrous au niveau des machines, des verrous au niveau de la chaîne numérique, des verrous au niveau des sciences de base, et on est très transversal dans les sciences de base. Tout à l'heure, à l'occasion d'une discussion qu'on avait tous les deux, on abordait les aspects laser, faisceaux d'énergie au sens large, mais aussi les interactions dans le comportement des poudres. Donc tout ça, c'est très large. Merci beaucoup Thierry. Dans ton discours, tu mets en avant l'importance on est sur un procédé, l'importance de la machine, l'importance de l'interaction entre la machine et le matériau, qui est la poudre, pour fournir la bonne pièce. On a la chance au niveau français d'avoir un certain nombre de fournisseurs de machines, notamment en avril de cette année, 2016. Une joint venture entre Michelin et Fives a été créée. Fives Michelin Additive Solutions. Thierry Sortet, vous avez été, si mes informations sont bonnes, directeur de la stratégie matériaux chez Michelin. Vous avez participé à ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle était la stratégie qui a mené à la création de ce fournisseur de machines et quelles sont les problématiques et quels sont les marchés envisagés? Alors, pour le dire rapidement, parce que c'est intéressant de voir l'historique, finalement, la démarche. Michelin fait des pneumatiques, comme vous le savez certainement, et une bonne partie de la performance des pneumatiques tient à des petites pièces en métal qui permettent de donner ces formes de sculptures là, qui vont aller au sol, la performance en usure, en tenue, en adhérence, enfin bon. Et on a sélectionné, mais il y a une dizaine d'années, la fabrication additive en métal sur des lits de poudre
comme étant la seule capable de faire ces pièces avec des formes très très décalées. Et puis au fur et à mesure que les concepteurs s'habituent, des formes de plus en plus décalées. Et du coup, comme on ne trouvait pas sur le marché mondialement de machines qui soient au niveau, on a été obligé de concevoir des machines avec un angle qui est un angle industriel, c'est-à-dire des taux de rendement synthétiques qui sont plutôt de l'ordre de 80% que de 20%. Et c'est acquis au cours des années ce savoir-faire. Et puis on s'est rendu compte il y a 2 ans que si on restait seul, on n'arriverait pas à pérenniser notre savoir-faire. Donc on a dit il faut qu'on cherche un partenaire. Et le partenaire naturel, comme il y avait un partenaire d'excellence français qui est FIV, on s'est rapproché de FIV. Et comme la motivation était très robuste, beaucoup de complémentarité entre FIV et Michelin, on a pu créer cette joint venture 50-50. Alors elle a été officiellement créée au mois d'avril de cette année. Et elle s'inscrit dans une stratégie à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est cette joint venture qui a pour fonction de mettre au point des machines extrêmement performantes et du coup aujourd'hui de préparer déjà les machines de la génération prochaine et de la génération suivante, donc d'aller attraper la compétitivité à venir, et on s'en donne les moyens. Il y a un deuxième, alors et cette structure FIV Michelin Additive Solutions, la marque Adop qui est sur le stand là, elle a vocation à faire ces machines et aussi être capable d'accompagner avec des pièces les passages de démarrage des industriels qui rentrent dans la technologie. Ça c'est la vocation. Le deuxième levier, c'est un programme, Thierry y coopère, enfin Safran y coopère et d'autres partenaires industriels, académiques, s'appelle SOFIA, qui est un gros programme, un des gros programmes de recherche, qui est aidé par les fonds publics, mais qui est un gros morceau, puisqu'il y a plus de 50 millions sur 4-5 ans, et qui a pour vocation, et j'attrape ce que disait Thierry, à aller chercher vraiment la compréhension physique profonde de ce qui se passe, avec la conviction, alors qu'on partage tous, tant les industriels que les académiques, que la compétitivité de demain, d'après-demain, c'est nécessairement par la compréhension scientifique qu'on l'aura. La description, le plan d'expérience, c'est bien, c'est nécessaire, mais si on veut aller chercher le coup d'après, c'est la compréhension. C'est pour ça qu'on a fait SOFIA. Et le troisième levier, et ça introduit ce que disait Yvan, c'est de dire on a besoin dans cette logique d'une filière française forte. Et du coup, on fait tous nos efforts, que ce soit Michelin, FIV, et puis tous on s'y bouille personnellement, pour contribuer à cette organisation des efforts sous l'égide de l'Alliance Industrie du Futur. Alors on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Merci Thierry. Donc on a vu les aspects machines, matériaux. Pour compléter la chaîne d'un procédé, de l'utilisation d'un procédé, on sait qu'on a besoin de la chaîne numérique. Comme je le disais en introduction, hein, le numérique est un des éléments fondamentaux de l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Donc Félix Woods, je vais essayer de parler plus fort que l'annonce. Vous êtes PDG d'une jeune société, start-up, qui développe des produits numériques et des solutions numériques, notamment autour de la fabrication additive. Donc, quelle est votre approche du numérique autour de ce procédé? Oui, alors le numérique est essentiel à la fabrication additive. Ce n'est pas lui qui va fabriquer, ce n'est pas avec le numérique qu'on va faire sortir la pièce, mais sans le numérique, la machine ne peut pas opérer tout seul. Et le numérique intervient dès le début du projet, dès la conception. La conception des pièces, des nouvelles pièces, va être d'autant plus intéressante qu'elle va être faite de manière différente. Aujourd'hui, le numérique, on a des sociétés de logiciels, avec des leaders français d'ailleurs, qui ont basé leurs produits sur les méthodes soustractives. Maintenant, elles sont en train de repenser leurs logiciels, les logiciels de conception, en intégrant cette fonction additive, c'est-à-dire en permettant aux concepteurs de penser à la performance de la pièce qu'ils créent plutôt que de subir les contraintes de fabrication ultérieures. Le deuxième point important sur lequel le numérique intervient, c'est sur la simulation. Parce que
lorsqu'on conçoit la pièce, il va y avoir une interaction très importante avec le procédé et la manière dont les paramètres du procédé de fabrication. Selon qu'on imprime une pièce dans un sens ou dans l'autre, la pièce n'aura pas les mêmes fonctions. Donc le numérique doit intégrer de plus en plus ces capacités de simulation en direct. Et ça demande des travaux sur le calcul, sur la rapidité, l'accélération de calcul pour pouvoir faire ces simulations en ligne. Le troisième point sur lequel les entreprises numériques travaillent au service des industriels, enfin c'est pour la fabrication additive, c'est sur tout ce qui est mesure et contrôle de la fabrication. Ce qui est génial avec la fabrication additive, par couche par exemple, c'est qu'on peut prendre une photo, sur chaque couche, on peut prendre une photo. Donc on va contrôler la fabrication couche par couche au fur et à mesure de la pièce. Ça demande un traitement d'informations et de masse d'informations qui sont phénoménales. D'où le revenir à l'accélération des calculs et au traitement massif de données. Et enfin, il y a un dernier point important du numérique, ça va être tout ce qui touche à la continuité numérique, c'est-à-dire qu'on part de la conception, mais on va pouvoir numériquement suivre la vie de la pièce, de la conception à la fabrication, à sa maintenance, et avoir des retours d'usage, de défauts, de faire les retours directement à la conception pour améliorer les pièces au fur et à mesure. Voilà, donc le numérique, il est sur toute la chaîne, il est très présent. Et là, dans le cadre de l'Alliance pour l'industrie du futur, il y a les représentants des entreprises numériques qui travaillent avec les industriels. Je crois que sur le projet SOFIA dont vous parliez, il y a ESI qui a un stand ici aussi et qui fait beaucoup de choses sur la simulation et sur tous ces travaux, cette masse de calcul à réaliser. Merci Félix. Donc on voit qu'on a une technologie qui est pleine de promesses. On voit aussi les difficultés, les verrous technologiques et scientifiques sur lesquels il faut travailler. On voit l'ensemble des acteurs qu'il faut mettre autour de ces projets-là pour progresser. Donc une question à Philippe Lubino, directeur scientifique et des programmes du CETIM, donc le CETIM qui accompagne les industries mécaniques dans leur développement technologique. Donc, quelle est votre analyse de la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que toutes les PME de France et de Navarre achètent leurs machines de fabrication additive là tout de suite demain? Comment vous imaginez l'accompagnement de l'ensemble de l'industrie vers cette technologie? Alors on l'a vu, c'est une technologie qui est prometteuse, qui peut être facteur de compétitivité pour nombre d'entreprises. Donc il est essentiel que chaque entreprise puisse se poser la question de l'intérêt par rapport à son développement, de l'appropriation de cette technologie. Mais effectivement, cette opportunité, ces possibilités de développement, ça doit être abordé dans le cadre d'un déploiement sécurisé. En ce sens que tous les marchés n'ont pas la même maturité, toutes les possibilités offertes par la technologie n'ont pas non plus la même faisabilité technologique. Il est important pour une entreprise, quand elle se pose la question de passer ou non à la fabrication additive, de bien maîtriser le contexte dans lequel elle se situe, contexte par rapport à ses clients, par rapport à ses marchés, par rapport aux produits qu'elle génère, mais également par rapport à ses ressources, soit ressources financières, soit aussi ressources humaines, parce qu'intégrer une nouvelle technologie, c'est aussi avoir les personnels qui sont en mesure, on parle des conceptions, on parle des fabrications, il y a des problématiques qui peuvent se poser en matière de contrôle de pièces, caractérisation. Donc il faut pouvoir maîtriser la partie de la chaîne de valeur sur laquelle on est situé pour transformer ces opportunités en véritables succès commerciaux. Donc nous, c'est des choses qu'on essaye de bien faire apparaître lorsque l'on a des diagnostics d'accompagnement des entreprises, dans le cadre d'actions collectives avec un certain nombre d'entreprises, leur permettre d'avoir ce diagnostic à 360 degrés, leur permettre d'avoir des éléments de décision
j'y vais pas, j'y vais dans une logique make or buy, c'est-à-dire j'investis sur une machine ou je me retourne vers des entreprises dont c'est la spécialité pour pouvoir réaliser les pièces que j'ai reconçues pour m'approprier toute la possibilité de cette technologie. Parce que ça, c'est aussi un élément important pour bénéficier véritablement de toutes les perspectives qu'offre cette technologie. Il faut bien souvent, et le plus souvent, repenser complètement le design de la pièce. Donc, ces accompagnements 360 au niveau de l'Alliance Industrie du Futur, il y a une réflexion pour pouvoir avoir vraiment un parcours qui permette aux PME, dans le cadre de déploiement de cette technologie, de se l'approprier, mais de le s'approprier au bon niveau par rapport à chaque cas individuel de l'entreprise. Merci Philippe. Donc on voit par le panel des interlocuteurs cet après-midi la difficulté, mais aussi les atouts de cette technologie, les différents acteurs qui doivent se regrouper pour que cette technologie puisse se développer d'un point de vue technologique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue machine, d'un point de vue des matériaux initiaux, mais aussi d'un point de vue de l'accompagnement des acteurs et des utilisateurs finaux de cette technologie. L'Alliance Industrie du Futur, depuis un an, mène une action extrêmement collective en essayant de regrouper l'ensemble des acteurs pour mener des actions concertées pour progresser autour de la fabrication additive. Donc je souhaitais donner la parole à Thierry pour conclure cette table ronde. Thierry Sortet qui anime cette action de l'Alliance, qui co-anime, il me dit, voilà, parce qu'il est toujours... voilà, il ne souhaite pas qu'on le mette en avant, mais globalement, je pense qu'on n'a pas peur de dire que tu animes, parce que tu es quand même le principal contributeur et tu donnes beaucoup de ton temps à cette animation. Donc tu co-animes l'action de l'Alliance autour de la fabrication additive. Donc quelle est ton analyse depuis un an que durent ces travaux sur les actions à mener pour que collectivement les différents acteurs puissent nous faire progresser autour de cette technologie? Alors, pour faire court, l'histoire longue de un an, là, est sous le contrôle, parce que Yvan aussi est très actif. Le diagnostic qu'on a fait il y a un an, c'est de dire la France, d'abord, ne peut pas passer à côté de la révolution fabrication additive. Là, ça serait une erreur, mais alors plus qu'historique. Deuxièmement, la France n'est pas en avance. Alors, on n'a pas perdu la bataille, mais on n'est pas en avance. Si on compare par rapport aux autres pays, États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne, Angleterre. Bon. Donc ça, il faut bouger. Par contre, il y a deux atouts majeurs dans le diagnostic qu'on a fait, à tort ou à raison, il y a deux atouts majeurs en France. Le premier, c'est une capacité scientifique de haut niveau, de très haut niveau mondialement. Et c'est bien utile, voir ce qu'a dit Thierry, voir ce qu'a dit Philippe, sur un sujet qui est éminemment scientifique. Ça, c'est le premier des atouts, il faut l'utiliser. Et le deuxième, c'est que si on veut, les Français sont très très capables de travailler ensemble et de travailler en réseau. En fait, c'est une force qu'on n'utilise pas toujours aussi bien, mais elle est réelle. Et moi, je vais illustrer avec... Ça a démarré il y a un an, il y a eu 4 réunions plénières avec l'ensemble des acteurs. C'est une communauté qui est tout à fait ouverte. Les gens qui sont impliqués, ils sont bienvenus. La première réunion, il y avait 40 personnes, la deuxième 80, la troisième 120 et la quatrième 160. Et le consensus s'est plutôt renforcé. Ça témoigne bien qu'il y a une communauté qui est en train de vivre. Elle est en train de s'uniformiser, on va le diffuser dans quelques jours, un plan directeur, enfin une feuille de route qui donne les grandes orientations et les grandes priorités. Et elle est organisée autour de 10 plus 2 groupes de travail qui permettent, avec les personnes impliquées, les personnes qui sont des contributeurs, qui ont de la valeur ajoutée. Félix parlait du groupe numérique, par exemple, avec les gens de SI, on ne va pas les citer parce que j'ai une vertu en manquant, mais et donc les acteurs sont réellement impliqués et il y a vraiment un travail bottom-up qui se fait à travers et sous la fédération de l'AIF. Ça, c'est réel, hein, c'est maintenant. Merci Thierry. Pour information sur cette action de l'AIF, c'est une action, comme le signalait Thierry, qui est complètement ouverte. Hein. Et si certains dans la salle souhaitent en savoir plus sur cette action de l'AIF, vous prenez contact avec l'AIF et c'est complètement ouvert. Le stand est juste à côté. Là.
Comme le temps nous est compté, je vous remercie vivement d'avoir tenu le timing et d'avoir, j'espère, été assez clair et percutant dans des prises de parole finalement relativement courtes, hein, pour un sujet qui ne se traite pas complètement en 30 minutes, mais l'idée c'était vraiment d'avoir un paysage le plus complet possible sur ce qui nous attend sur ce sujet-là. Vous aurez compris qu'on a parlé plutôt fabrication additive à visée industrielle. On n'a pas trop parlé fabrication additive grand public, Fab Lab, etc. Mais c'était un parti pris voulu pour cette table ronde. Merci à tous pour votre participation.